Daft Punk, l'interview sur Fugue. Fugue, les bidouilleurs de son, les rois de la scène électronique, les Daft Punk sur Fugue jusqu'à 21h. Thomas, Guiman qui vont répondre aux questions d'Axel. C'est parti, c'est l'interview sur Fugue. Je suis super content de vous recevoir ici à Fugue, les Daft Punk. J'ai Thomas et Guiman devant moi. En plus, c'est super dur de vous avoir ensemble. Non, on fait pas les choses seulement par Ah bah heureusement, c'est clair. Donc Guiman, t'as 27 ans, Thomas, t'en as 26, c'est ça? Oui, c'est ça. Ouais. Et vous avez déjà un bon bout de chemin parcouru ensemble. Vous vous êtes rencontrés à 12 ans. Vous étiez dans la même classe en 4e d'un lycée parisien, c'est vrai? Oui, c'est ça. Oui. Et donc vous glandiez ensemble dans la même classe. Oui. Vous avez quel souvenir de cette rencontre en fait, de votre première rencontre? Première fois que vous êtes rencontrés et par quel intermédiaire? L'humour avant tout quoi. L'humour avant tout? Alors il paraît que Guiman, tu imitais vachement bien Garcimore, c'est vrai? Ouais, on s'est rencontrés. Tu veux pas le faire? C'est l'humour. Moi j'y arrive plus, non. Non, mais il a mué depuis. J'ai mué, ouais. C'était pile la bonne période quoi. Mais là ma voix est devenue plus grave. Non mais ouais, c'est ça en fait. Moi je suis arrivé donc c'était au lycée Carnot à Paris. Ouais. Et Guy Manuel était dans ce lycée déjà. Moi je suis arrivé en 4e dans ce lycée et le premier jour je me suis mis à côté d'un copain belge d'ailleurs. D'accord. Et donc en fait il m'a dit ouais il y a un mec dans le fond de la classe qui fait des bonnes imitations de Garcimore, tu vas aller le voir. Enfin, moi j'aimais bien Garcimore et les imitations et voilà, et c'est comme ça que j'ai rencontré. Enfin je crois que la première fois qu'on s'est parlé c'était à l'occasion de Garcimore. Donc d'accord. Merci Garcimore. Ok, donc direct humour. Voilà. Ensuite, à 17 ans, vous montez votre premier groupe de lycée qui s'appelait Darling, qui sort un single tiré à 1500 exemplaires. Vous avez des souvenirs de cette époque et est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de cette première aventure que vous avez eue ensemble, qui a été Darling? On n'a aucun souvenir de cette époque. Non. On a commencé à faire de la musique ensemble. Disons qu'on s'est rencontrés à 12 ans et puis on a commencé à aller au cinéma, s'intéresser aux films. Il y a déjà beaucoup de points communs, ouais. Ouais, disons qu'on les approfondissait pas mal. Si on aimait le cinéma, on écoutait, on se renseignait sur l'histoire du cinéma, les réalisateurs cultes, les films cultes, les trucs de science-fiction, plein de trucs. Et après, donc on s'est intéressé aussi à la musique. Et donc là, pareil, on a commencé à chercher les vieux groupes qui n'étaient pas tellement connus. Ouais. Des trucs comme Jimi Hendrix à l'époque où c'était plutôt la génération d'avant qui connaissait, mais les gens de notre âge connaissaient pas trop. Alors on écoutait ça, ou les Doors, ou les Beatles. On écoutait plein de trucs comme ça. Et en fait, ça nous a donné envie de faire un groupe ensemble. De faire un groupe. Donc on a commencé moi j'ai eu une guitare quand j'avais mes parents m'ont offert une guitare quand j'avais 14 ans. Donc on a commencé à jouer chacun de notre côté. Thomas avait fait du piano depuis qu'il était petit et puis petit à petit on a fait des groupes chacun de notre côté en fait. Et puis après vous êtes réunis. On s'est réunis pour Darling qui a duré en tout un an et demi, mais qui a abouti à un disque avec 45 tours. On était tous les deux en premier, après on était avec Branco du groupe Phoenix. Ok. Qui est le guitariste de Phoenix. Ouais, et Jess de Jess et Crab qui était le batteur sur nos deux concerts. Alors c'est bien parce que vous avez tous fait votre petit bout de chemin, chacun de votre côté. Je trouve ça sympa. Bah ouais, c'est bien, c'est pas commun, mais c'est vrai que ça fait plaisir de voir que beaucoup de gens qu'on connaissait à l'époque et on fait aussi quelque chose. On fait des choses et que on a tous eu des opportunités et ont des opportunités aujourd'hui de faire de la musique et de s'exprimer. Daft Punk sur Fugue. Daft Punk sur Fugue, ils sont là, c'est jusqu'à 21h. Tout de suite, extrait d'Homework, leur premier album. Écoutez ça, c'est une bombe. Alive, les Daft Punk sur Fugue. Fugue. Fugue, on reçoit Thomas et Guiman. Les Daft Punk sont avec nous sur Fugue jusqu'à 21h. Ils répondent aux questions d'Axel. Écoutez, c'est l'interview des Daft Punk sur Fugue.
Qu'est-ce que vous avez fait alors entre Darling et Daft Punk? Il y a eu quand même une longue période et je veux savoir aussi d'où vous avez eu combien d'années à peu près? Il y a eu, je sais pas, 4 mois, 5 mois. 4 mois, 5 mois? Ouais, étant donné que le single finalement il est sorti début 93, le single de Darling avec peut-être un an de retard, et qu'on a enregistré les premiers morceaux de Daft Punk en août 93. Je crois que le premier maxi c'était Alive, c'est ça? Voilà, c'est ça. Qui est sorti en 94. D'accord. Ok, et donc ensuite, le premier album Homework arrive en janvier 97. Il est réalisé entièrement en home studio. Comme le deuxième d'ailleurs. Comme le deuxième, ouais. Je sais que le deuxième, vous l'avez un petit peu réalisé à Los Angeles, mais non, complètement en home studio, c'est vrai? Complètement en home studio. C'est une rumeur, faut la faire taire tout de suite. D'accord, donc complètement en home studio. Dans le même d'ailleurs. Ok, donc 2 millions, faut rappeler un petit peu quand même, 2 millions d'exemplaires vendus à travers le monde de Homework. C'est une petite bombe des dance floors, et dont 400 000 en France. Vous avez bossé dessus donc pendant 2 ans et demi. Je voulais savoir de quelle manière vous avez abordé ce premier album, si c'était sans complexe, sans pression particulière, enfin comment vous l'avez abordé? On n'a pas vraiment travaillé pendant 2 ans et demi. En fait, on avait déjà sorti donc Alive début 94. Ensuite, à ce moment-là, on a commencé à mixer un peu dans des soirées, des choses comme ça, faire un peu de musique. Ensuite, on a je crois enregistré quelques morceaux comme Rolling and Scratching ou Daft Punk qui sont ensuite sortis en mai 95. Et un autre single aussi sur Soma qui s'appelait Indo Silver Club. Et voilà, et donc on avait 4 ou 5 morceaux qui étaient déjà la base un peu de ce qu'allait devenir Homework, l'album qui était sorti sur Soma. Et au final, on a commencé l'album peut-être début 96 et on l'a terminé en juin 96. Donc on a mis 6 mois à enregistrer les 10 autres ou 12 autres morceaux. Donc 6 mois pour 10 plages. Voilà, mais bon, on avait déjà on avait déjà 1 an et demi ou 2 ans de musique derrière, à savoir Daft Punk, Rolling and Scratching et là il y avait des morceaux comme ça qui étaient déjà importants dans l'album. Et ça vous arrive de le réécouter chez vous, Homework, de temps en temps, et quel regard vous portez dessus maintenant? Moi ça m'arrive pas vraiment. C'est vrai? Non. Jamais? Non. Vous avez tiré un trait, vous passez à autre chose et Non, mais bon, moi je pense qu'on préfère écouter la musique des autres plutôt que la sienne. Donc de connaître plus, quoi. Voilà, et puis surtout on l'a écouté sans doute peut-être plus que n'importe qui au moment où on l'a fait. C'est la même chose pour toute la musique qu'on peut faire, je pense, ou quand on travaille quand les gens travaillent sur des albums ou sur des morceaux, sur des films, les gens qui les créent sont vraiment immergés dedans, et c'est un peu normal d'écouter quelque chose 1000 fois de suite, et puis à partir du moment où ça sort et c'est plus vraiment à soi et qu'on fait partager au public, à ce moment-là on arrête un peu de l'écouter. D'accord. Daft Punk sur Fugue avec un coup d'œil dans le rétroviseur. Souvenir, le morceau qui nous a permis de les connaître, c'est celui-ci, Daft Punk, les Daft Punk sur Fugue. C'est l'interview des Daft Punk jusqu'à 21h sur Fugue. Thomas et Guy Manuel sont présents, ils répondent aux questions d'Axel. C'est l'interview des Daft Punk tout de suite sur Fugue. Vous avez été un des premiers groupes de musique électronique à signer sur une grosse maison de disques, on appelle ça une major, et pourtant vous avez direct voulu imposer vos propres conditions et votre propre style. Je voulais savoir si vous aviez beaucoup eu à discuter avec la maison de disques, ou simplement si vous avez fait confiance au début. Non. Dès le départ. Ils nous ont fait confiance. Dès le départ. Oui. Et donc, c'est à partir. Comment vous avez fait? Vous avez parlé un petit peu. Comment ça s'est passé en fait? Quel a été le déclic chez eux pour que ils vous signent tout de suite? Je sais pas. C'est une question c'est une question de confiance. Ils ont misé sur vous, tout simplement, quoi. Ils ont cru en vous dès le départ. Oui, ils ont cru en nous. Je sais pas s'ils ont misé non plus. Enfin, je sais pas comment on n'a pas par rapport aux maisons de disques, on n'a pas réellement demandé beaucoup d'argent. On a demandé plus de contrôle que de l'argent. Alors que là, c'est vrai que les coutumes étaient par rapport aux maisons de disques de dire tiens, c'est une grosse maison de disques, donc essayons d'avoir le maximum d'argent possible. Et c'est vrai que souvent les gens qui veulent avoir le maximum d'argent dans ces conditions ont pas souvent un minimum de contrôle et de liberté. Donc c'était un peu l'inverse qui nous intéressait. Donc. Ok, d'accord. Daft Punk sur Fugue. Les Daft Punk sur Fugue. Attention, BPM ravageur, rythme technoïde. Montez le son. Extrait de l'album Homework, Rolling, Scratching sur Fugue. Fugue.
À la sortie du premier album, vous enchaînez sur 4 ans de tournée, durant lesquels vous sortez un petit DVD en 99, un gros DVD. On peut retrouver tous vos clips, dont Fresh d'ailleurs, que vous avez réalisé vous-même. Et à l'époque, le format était pas du tout à son apogée comme en ce moment, certainement pas dans le mode musical. En plus, sur ce coup-là, vous avez été les premiers à oser. Et je voulais savoir quelles étaient vos motivations à l'époque et qu'est-ce que vous attendiez de cette expérience. Les motivations, je sais pas, c'est de faire des choses qui n'ont pas déjà été faites. D'innover ou pas. C'est comme là, on a sorti il y a quelques temps un album live. C'est vrai qu'il date des enregistrements qu'il a dit il y a 3 ans, mais c'est quelque chose qui a de toute façon pas jamais vraiment été fait, même jusqu'à aujourd'hui. Donc quand on voit quelque chose, c'est vrai qu'on a souvent été motivé par des choses qui n'avaient pas vraiment été faites et qui s'avéraient légitimes à nos yeux dans ce sens-là. Ok, justement, le live que vous sortez, que vous avez sorti il y a quelques mois, ça s'appelle le Live 97. Donc vous avez réuni des morceaux live que vous aviez enregistrés en 1997. Pourquoi vous l'avez pas sorti plus tôt ? C'est pas réuni. En fait, on l'a pas réuni. C'est vraiment un enregistrement de 45 minutes. C'est un enregistrement de 45 minutes. De 45 minutes sans coupe. D'accord. Donc pourquoi on l'a pas sorti plus tôt ? Ouais. On l'a pas sorti plus tôt parce qu'on voulait pas le sortir après le premier album. On voulait se concentrer sur le deuxième album et donc on voulait sortir le deuxième album avant pour pas sortir simplement le premier album et le live avec les mêmes morceaux. Donc à partir du moment où le deuxième album Discovery est sorti en mars et qu'il fallait attendre peut-être 5-6 mois, on pouvait pas le sortir juste après, et il est sorti en septembre. Daft Punk sur Fugue. Ouais, Daft Punk sur Fugue jusqu'à 21h. On retrouve Thomas et Guy Manuel juste après Harder, Better, Faster, Stronger. Ça fait partie de l'album Discovery. C'est les Daft Punk sur Fugue. Fugue. Fugue et les ambassadeurs de la French Touch dans le monde, Thomas et Guy Manuel, les Daft Punk sur Fugue en interview, c'est jusqu'à 21h sur Fugue. Pendant les 4 ans qui séparent les deux albums, enfin il y en a 6 exactement, mais vous avez mis 2 ans pour concevoir le deuxième, vous avez eu des occupations respectives qui sont assez différentes, vous êtes occupés chacun de vos labels, Cri d'amour pour Guiman et Rouler pour toi Thomas. Vous pouvez nous en parler un petit peu ? Guiman ? Ouais, c'est un label Cri d'amour. Ouais, Cri d'amour, donc c'est un label qui existe depuis 1996, je crois bien 96, et en fait on a commencé Daft Punk, Thomas et moi, et petit à petit on s'est dit que on voulait avoir un peu de liberté à côté de Daft Punk pour pouvoir expérimenter et puis simplement faire de la musique tout seul, chacun de notre côté si on voulait. Ça peut vous servir aussi pour Daft Punk après, ça peut être une sorte de labo. Non, mais c'est de la musique en plus, donc c'est toujours, ça peut être un labo ou même d'autres styles qui sont pas dans le même style que Daft Punk. Et donc moi je l'ai fait avec un copain qui s'appelle Eric Chedville, qui lui avant travaillait avec quelqu'un qui s'appelle Médéric Nebinger, il faisait le label Pumpkin ensemble, qui est un label assez techno au début des années 90. Et donc après ça, moi j'avais l'intention de monter un label de mon côté. Thomas lui avait commencé à lancer le sien, et Eric comptait faire un label aussi. Donc on s'est bien entendu quand on s'est rencontrés, on a essayé de faire ça ensemble. Et puis petit à petit, ça a pris forme, et donc on a fait des morceaux, Eric et moi, sous le nom du Nightclub. Et on a ouvert la porte et invité d'autres artistes à faire des disques sur le label, comme DJ Sneak de Chicago. D'accord. Qui a fait des feats sur votre nouvel album Discovery. Ouais, voilà. Qui a fait les lyrics de Digital Love. Il y a eu Paul Johnson, il y a eu les Buffalo Bunch, il y a eu Roman qui fait partie des Buffalo Bunch, Playpol aussi. Il y a eu plein de monde, il y a eu Sedat, il y a eu les Eternals. Et donc avec les années, on a sorti 14 disques jusque-là, qui sont réunis sur une compilation qu'on a sortie de façon indépendante cette année au mois d'avril, et qui ressort, si tout va bien, chez Labels en début d'année prochaine, en février. D'accord. Donc ça sera c'est une compilation qui regroupe tous les artistes, tous les morceaux qu'on a fait sur Cri d'amour. Okay. Quasiment tous les morceaux, c'est une compile mixée. Un petit best-of quoi. Ouais, un best-of. Ok. Mixé. Thomas, Rouler ?
Oui, donc comme le dit Guy Manuel, on a commencé à développer des projets personnels en même temps que Daft Punk. Et moi j'ai jamais vraiment eu la volonté de faire un label, plus que d'avoir la possibilité de sortir moi-même la musique que je faisais. De te produire donc, et de faire un peu donc rouler, je l'ai jamais considéré. Bon, il y a eu ça. Je crois que ça a commencé un an avant, en 95, avant Cri d'amour, mais il y a eu que 8 ou 9 disques qui sont sortis. Donc c'est moins un vrai label. C'est vrai que j'ai eu l'occasion de sortir des disques, un ou des disques auxquels j'avais pas participé dessus, mais la plupart des disques qui sont sortis, c'était ou le fruit de projets solo comme Tracks and the Rocks, ou sinon des collaborations comme Stardust ou Together, des choses comme ça. D'accord, ok. Together avec DJ Falcon. Voilà. Daft Punk, l'interview sur Fugue. Fugue avec Thomas Guiman, les ambassadeurs de la French Touch, les rois de la scène électronique. Ce sont les Daft Punk. Ils sont ici en interview sur Fugue. Fugue. Sur Fugue. Fugue, c'est un jour à marquer d'une pierre blanche. Les Daft Punk sont sur Fugue. Thomas et Guiman qui répondent aux questions d'Axel jusqu'à 21h sur Fugue. Comment vous avez géré la préparation de votre nouvel album Discovery, qui a donc duré 2 ans? Comment vous l'avez géré et quelle était votre idée de départ avant de l'attaquer? Le message que vous avez envie de faire passer au public? Il n'y a pas de message plus que de faire quelque chose de différent de Homework. On n'avait pas envie de faire la même chose. Et puis d'essayer de se fixer des buts. Un nouveau challenge. Voilà, des nouveaux challenges, de faire des chansons, Ok, très bien. L'album s'intitule Discovery, il est sorti en mars 2001. Bon, on remarque qu'il est quand même beaucoup plus posé que le premier, il est plus accessible, aussi par rapport au premier qui était quand même assez agressif, c'était très dansant, très dance floor. C'était une volonté pour vous d'essayer d'élargir votre public, ou vous avez simplement voulu montrer que vous savez faire autre chose que de la musique de dance floor? La deuxième solution. La deuxième solution. Donc vous avez voulu montrer que vous savez faire d'autres choses. Je pense que Homework est finalement un album très accessible. Tu l'as dit tout à l'heure, il s'est vendu à 2 millions de disques. Si un album qui se vend à 2 millions de disques, c'est pas un album accessible. Disons qu'il est plus orienté Chicago, influence Chicago qu'on avait beaucoup à l'époque, qu'on a toujours, et qui était vraiment lié au club, à la danse, au dance floor et aux soirées. Et disons que le deuxième a toujours à mon sens, a toujours le même la même vibe énergique, mais par-dessus vous avez eu d'autres influences. On a essayé de broder avec d'autres émotions, d'autres influences, et peut-être quelque chose qui est plus tourné vers les émotions que simplement l'aspect physique de danser, quoi. D'accord. Surtout qu'il y a une chanson dessus qui s'appelle Something About Us, qui est là, vous nous montrez vraiment que vous savez faire complètement autre chose, et c'est beaucoup plus, on va dire, nostalgique. Il y a beaucoup plus d'émotions. Vous avez vraiment bossé là-dessus pour Non, mais je pense que dans Around the World, il y a un peu du Something About Us aussi. C'est plus le côté funky, plus tranquille. D'accord. Qu'on aime aussi, quoi. Daft Punk, l'interview sur Fugue. Fugue avec Thomas Guiman, les ambassadeurs de la French Touch, les rois de la scène électronique. Ce sont les Daft Punk. Ils sont ici en interview sur Fugue. Fugue. Sur Fugue. Fugue, c'est un jour à marquer d'une pierre blanche. Les Daft Punk sont sur Fugue. Thomas et Guiman qui répondent aux questions d'Axel jusqu'à 21h sur Fugue. Avant la sortie de Discovery, l'album était téléchargeable sur le net, en tout cas pas mal de morceaux. Je voulais savoir tout simplement comment vous avez réagi par rapport à ça, et plus largement, qu'est-ce que vous pensez du piratage musical en ce moment? Est-ce que ça vous inquiète un petit peu? Non, pas du tout. Non, ça vous inquiète pas? Non, ça nous inquiète pas. Non, disons que c'est drôle de se faire surtout il y avait beaucoup de morceaux qu'on n'avait pas vraiment fait nous-mêmes. Donc, ça c'est bon ça. Donc c'était plutôt amusant. Et puis par rapport au piratage, nous on n'est pas pour la légalisation
de la musique gratuite sur Internet. On serait plutôt pour la dépénalisation de la musique gratuite sur Internet, ce qui voudrait dire que je pense que c'est bien que les gens qui piratent se rendent compte qu'ils sont des pirates, mais à part ça, si on a envie d'être un peu pirate, y a pas de mal. Mais c'est sûr que c'est pas quelque chose. C'est comme les transports en commun, quoi. C'est normal, il faut payer. Ouais. Et bon, si on a envie de skier, Bah c'est un travail, quoi. Donc c'est normal. Non, si on a envie de skier les transports en commun, chacun est libre de décider de le faire et se rend compte que c'est pas quelque chose de légal, de normal. Donc moi, les gens qui achètent pas nos disques et qui les téléchargent sur Napster ou des choses équivalentes, ça me dérange pas. Mais il faut simplement qu'ils se rendent compte que ils font quelque chose d'illégal et ça peut être marrant de faire quelque chose d'illégal. Mais il faut pas que ça devienne une habitude non plus. Non, ça peut devenir une habitude. Mais il faut qu'ils se rendent compte que ça reste illégal. Le problème, c'est quand des gens arrivent et disent ça devrait être normal. Ah d'accord. Faut qu'il y ait une prise de conscience quand même, quoi. Mais non. Me fais pas dire ce que c'est marginal et les gens qui veulent le faire de cette façon-là, dans cette marginalité, qui veulent vivre cette marginalité. Moi, ça me dérange pas. Si quelqu'un me dit, moi, je saute au-dessus des barrières du métro, je vais pas lui dire attention, c'est pas bien, ça me dérange et tout ça. Mais et quelqu'un qui vient me dire et qui dit le métro devrait être gratuit, là je lui dis non, c'est pas vrai. Ou quelqu'un qui vient me dire la musique ça devrait être gratuit, on devrait la télécharger, c'est normal. Je dis non, c'est pas normal. Maintenant si tu veux le faire, moi ça me dérange pas, quoi. Chacun brise les petites règles qu'il a envie de briser. Ouais, d'accord. Donc le plus gênant c'est de se dire que la musique serait totalement gratuite. Là c'est même pas une question d'argent pour nous qui la faisons, mais c'est pas comme ça que ça. En tout cas, face à ça, vous avez quand même essayé de lancer d'une manière innovante un petit contre-piratage, d'une manière constructive. Vous avez lancé le Daft Club. Alors on peut y accéder grâce à une petite carte qui est disponible dans le dernier album. Je voulais savoir comment vous étiez venu cette idée et si le fait d'avoir produit un DVD 2 ans plus tôt, ça vous aviez aidé d'une certaine manière. Oui, on a toujours été intéressé par les nouvelles technologies quand elles sont nouvelles. Et c'est vrai qu'on avait la volonté peut-être d'essayer de rajouter quelque chose de supplémentaire dans le disque pour lui donner un peu plus de valeur. Donc l'idée de départ du Daft Club, c'était un peu ça. Ça vous prend combien de temps par jour, le Daft Club ? Ça ne nous prend pas vraiment beaucoup de temps. C'est vrai que là, je pense qu'il va avoir à peu près... Il y a peut-être un morceau qui va être ajouté dans pas longtemps. Là. Pour l'instant, il y a à peu près 1 heure de musique supplémentaire, donc on peut avoir avec la carte du Daft Club. Ce qui est bien, c'est que ça élargit un petit peu la durée de vie de l'album. Voilà, c'est pas non plus des morceaux d'album, mais c'est des versions différentes, ou des acapellas, ou des choses qui n'étaient pas sorties. Et voilà, et après, maintenant, que ces versions-là, elles soient copiées ou pas, ou remises sur Napster ou pas, ou téléchargées de façon plus ou moins légale, ça nous dérange pas. Encore une fois, c'est l'intention qui compte, le reste, tout le monde est libre de... Ok. Les gens n'ont pas forcément d'argent pour acheter nos disques, c'est pas pour ça qu'ils peuvent pas les écouter. Daft Punk, l'interview sur Fugue. Fugue avec Thomas Guiman, les ambassadeurs de la French Touch, les rois de la scène électronique. Ce sont les Daft Punk, ils sont ici en interview sur Fugue. Daft Punk sur Fugue. Fugue, c'est un jour à marquer d'une pierre blanche. Les Daft Punk sont sur Fugue. Thomas et Guiman qui répondent aux questions d'Axel jusqu'à 21h sur Fugue. Alors je vous ai préparé une petite surprise. Je vais vous balancer un son, je vais vous envoyer un son. Vous allez me dire si vous reconnaissez. Normalement oui, je pense quand même. Quand même. Ouais, mais c'est pas la version peut-être que vous connaissez. Non, c'est pas celle que je connais. C'est pas celle que vous connaissez. Non. Donc vous connaissez la plus traditionnelle, on va dire, qui est passée à la télé. Ouais. Ok. Je vous envoie simplement ce son pour parler un petit peu de Leiji Matsumoto, qui est l'un des maîtres du manga et du dessin animé japonais. C'est un dieu vivant, on va dire, de l'animation japonaise. C'est un créateur de séries comme Albator ou Galaxy Express 999. Vous avez bossé avec lui. C'est lui qui réalise tous les clips de votre dernier album. Oui. Et je voulais savoir comment vous avez été amené à bosser avec lui et si ça avait été facile de le convaincre. On s'est un peu renseigné quand on voulait travailler en dessin animé pour ce projet, pour l'équipe de Discovery, et c'est vrai qu'on a eu l'idée de je crois avec Emmanuel, de le contacter, et puis au début on voulait faire appel à des jeunes japonais qui pourraient imiter son style, et on s'est dit pourquoi pas, on va toujours essayer de rentrer en contact avec lui, et finalement
il était intéressé de nous recevoir et on n'a pas mis beaucoup de temps à le convaincre finalement. Je pense que la musique l'a convaincu aussi. Et vous ne connaissiez pas avant, vous étiez jamais rencontrés? Ah non, on n'était jamais en vacances chez lui. Et vous avez prévu, pourquoi pas dans quelques années, lorsque tous les clips auront été réalisés, de sortir un dessin animé qui pourra revenir tous vos clips avec des dialogues dessus? Pourquoi pas? Ça serait bien ça. C'est une bonne idée. Non, vous y avez sérieusement déjà pensé? On y a pensé dès le départ, bien sûr. C'est vrai? Ouais. Donc pourquoi pas sortir en DVD ou quelque chose comme ça? Enfin, disons que c'est la raison pour laquelle on les fait tous. Ce serait pas intéressant de pas les. Disons, c'est à la base même du projet et à l'idée de les sortir en entier. Ah bah, j'ai hâte d'y être en tout cas. D'avoir l'histoire en entier, parce que si tous les gens qui peuvent pas être à la maison pour voir le clip quand il passe, sachant que ça tourne assez vite, ceux qui en ont manqué. Et puis la possibilité en plus, par exemple avec un support comme le DVD, d'avoir la qualité du son d'un CD, et puis c'est clair. Et puis les images, ce sera meilleur que même une diffusion de télé. Daft Punk, l'interview sur Fugue. Fugue avec Thomas et Guy-Man, les ambassadeurs de la French Touch, les rois de la scène électronique. Ce sont les Daft Punk. Ils sont ici en interview sur Fugue. 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 Daft Punk sur Fugue. Fugue, c'est un jour à marquer d'une pierre blanche. Les Daft Punk sont sur Fugue. Thomas et Guy-Man qui répondent aux questions d'Axel jusqu'à 21h sur Fugue. Pour beaucoup de critiques en Angleterre, vous avez été le premier groupe à représenter la fameuse French Touch. Comment vous réagissez par rapport à ça, et est-ce que vous trouvez qu'il y a des avantages, des inconvénients? C'est juste un mot, quoi. Ouais. Moi, je pense que ce qui est marrant, c'est de voir que on a peut-être participé à quelque chose qui a fait que maintenant il y a plein d'artistes qui font de la très bonne musique, et c'est pas où ça a pu être pendant un moment en French Touch une accroche de presse qui veut pas forcément dire grand chose, tant que c'est pas vraiment réel. Et là, on se rend compte que depuis que le mot existe, il y a vraiment beaucoup d'artistes français qui sont là, qui font des trucs très bien, très différents les uns des autres, des identités super fortes, alors qu'avant il y avait pas énormément de choses visibles dans ce style de musique. Donc je pense qu'on est content d'avoir contribué à ça, et avoir pris pas le risque, mais c'est de dire on va essayer de faire un truc. Quand les gens suivent après, c'est qu'eux aussi ils avaient peut-être cette intention, et que peut-être qu'ils ont eu un peu confiance, ou qu'ils se sont dit c'est possible de le faire. C'est un peu la même question que par rapport aux gens qu'il y a autour de nous, pas mal qui font de la musique et pour qui ça marche aussi. Donc à mon avis, le potentiel est là chez plein de gens, et c'est le jour où peut-être tout le monde attend un peu que quelqu'un le fasse pour se dire c'est possible. Et une fois qu'on sait que c'est possible, essayer, et puis tout le monde y arrive, et il y a plein de bonne musique qui sort maintenant, quoi. D'accord. En tout cas, vous avez contribué quand même à ce qu'elle soit reconnue mondialement. Vous avez lancé le truc. La techno, la musique électronique maintenant est reconnue comme un genre à part entière. Comment vous voyez l'évolution de cette musique dans les années à venir, dans les années proches? Je sais pas, je pense qu'elle a déjà évolué depuis que la musique électronique existe. Je pense qu'il y a déjà eu 40 000 styles différents, d'évolution, de rétro, de retour en arrière. Je pense que entre Kraftwerk et puis Dimitri from Paris, il y a énormément de différences, mais c'est la même musique. Donc je pense que c'est surtout une variété énorme, la musique électronique, plein de styles différents, et je pense pas voilà, quoi. Et vous, en tous les cas, vous essayez de montrer qu'on peut faire beaucoup de choses avec la musique électronique. Ouais. D'où le dernier album avec beaucoup de sons mélangés. On se montre à nous-mêmes, et puis si les gens aiment, ils le voient aussi. Mais je pense que musique électronique, ça a tendance à être une catégorie peut-être un peu spé ou minoritaire quelque part, mais en fait c'est simplement la possibilité d'avoir l'infini de possibilités pour faire de la musique. Le hip-hop et de la musique électronique, peut-être si personne ne le sait, en tous les cas c'est fait avec les mêmes machines que les nôtres. Le hip-hop, même le rock, il y a des albums de rock d'aujourd'hui qui sont entièrement faits avec des sampleurs et tout ça, donc musique électronique c'est extrêmement vaste, enfin pour moi. D'accord. On va terminer, donc vous auriez peut-être un petit message à passer aux auditeurs de Fugue. Thomas? Non, mais bonne continuation. Merci Thomas, merci Guy-Man, et en tous les cas vous revenez quand vous voulez. Fugue.